Un simple chiffre a suffi. Quelques drones annoncés au-dessus du Burkina Faso, et tout un pays s'est mis en alerte. Pour les capitales occidentales, ce n'était qu'une hypothèse technique. À Ouagadougou, c'était le signal d'une possible humiliation nationale. Entre discours sur la stabilité et réalité du terrain, l'écart frappe de plein fouet ceux qui suivent Ibrahim Traoré, décidé à tracer une ligne rouge autour de son ciel. Alors, ces drones ne sont-ils qu'un épisode passager ou le test grandeur nature de la souveraineté burkinabé? Le cœur de cette enquête repose sur une promesse simple: comprendre comment une rumeur de drone peut se transformer en enjeu national capable de redessiner un rapport de force entier. Au centre, une idée forte: la souveraineté n'est pas un slogan, mais une mécanique coûteuse, faite de choix risqués, d'alliances mouvantes et de pressions invisibles qui s'exercent sur les États du Sahel. Dans un pays déjà fragilisé par l'insécurité, chaque décision prise autour du ciel, des frontières ou des partenaires militaires devient une équation à plusieurs inconnus. Sécurité immédiate, fierté nationale, équilibre géopolitique, fractures internes. Et si cette affaire de drone, perçue comme un détail pour l'extérieur, révélait en réalité une bataille silencieuse autour du contrôle de l'espace aérien africain, une bataille où le moindre faux pas pourrait déclencher un engrenage bien plus vaste? Voici le premier élément que beaucoup avaient sous-estimé. La rumeur des drones n'est pas née du vide, elle émerge après 2 années où les expulsions, les ruptures d'accords et les repositionnements militaires ont déplacé plus de 50 000 personnes lors des manifestations pro-souveraineté à Ouagadougou. Deuxième révélation: derrière cette agitation, un fait concret s'impose: la réduction de 40% de l'aide occidentale depuis 2022 a créé une pression qui rend chaque décision sécuritaire beaucoup plus lourde qu'elle n'y paraît. Dans cette atmosphère électrique, les mots d'Ibrahim Traoré, prononcés en uniforme sous un soleil de plomb, prennent une dimension très différente de celle perçue depuis l'étranger. Pour ses partisans, c'est le prolongement logique d'une rupture entamée en 2022. Fermeture des bases françaises, révision des accords militaires, recherche de nouveaux partenaires. Pour ses détracteurs, c'est un pari dangereux qui place le Burkina Faso au cœur d'une confrontation géopolitique où chaque geste peut être interprété comme un affront. Ce basculement s'explique aussi par la vacance stratégique créée après le départ des troupes étrangères. Les groupes djihadistes ont intensifié leurs opérations, profitant du vide pour multiplier les attaques, tandis que le pouvoir burkinabé tentait de consolider un appareil sécuritaire encore en transition. Cette dynamique a poussé le pays à moderniser ses défenses, notamment ses systèmes antiaériens, avec des contrats estimés à plus de 120 millions de dollars. Un investissement massif pour un État sous pression. À cela s'ajoute l'ombre portée de la Russie, perçue par certains comme un nouveau soutien militaire, par d'autres comme une dépendance potentielle. Ce jeu d'équilibre entre rupture assumée et nouveaux appuis nourrit la tension autour de la moindre rumeur, surtout lorsqu'elle concerne le ciel, symbole absolu de souveraineté. C'est dans cette zone grise, entre choix imposés, menaces réelles et batailles narratives, que se joue l'affaire des drones, révélant un pays à la fois en résistance et en recomposition accélérée. Pour comprendre l'onde de choc provoquée par la rumeur des drones, il faut revenir à ceux qui en ont ressenti les premières vibrations: militaires de terrain, jeunes recrues et habitants des zones frontalières. Leur perception constitue la boussole indispensable pour lire cette séquence politique où chaque décision pèse lourd. Premier cas. Dans une unité positionnée au nord, un officier raconte comment, dès l'annonce de possibles survols étrangers, ces hommes ont réorganisé leur patrouille nocturne. Pour eux, l'hypothèse d'une violation de l'espace aérien ne relevait pas d'un débat diplomatique mais d'un risque opérationnel direct.
Un soldat explique qu'en l'absence d'appui étranger, la coordination dépend désormais de signaux radio rudimentaires et de capteurs de terrain parfois imprécis. Second, casse. À l'est, dans une commune marquée par des déplacements internes, les habitants ont interprété la rumeur comme un signe que le pays allait être testé. Certains commerçants ont hésité à ouvrir et les réunions communautaires se sont multipliées pour anticiper une éventuelle montée des tensions. Ce réflexe collectif illustre une réalité. Chaque variation dans le ciel, chaque bruit, chaque information floue devient un facteur de stress pour les zones déjà fragilisées. Dans ces témoignages, une constante apparaît, l'attente d'un cadre clair sur la posture de défense nationale. C'est cette attente qui façonne la manière dont la population et les forces de sécurité absorbent les incertitudes, avant même que les autorités ne prennent position. En d'autres termes, la perception locale précède toujours la réponse officielle. Avant la rumeur, le ciel du Burkina Faso était déjà devenu un espace hypersensible, scruté par les forces locales et par une population habituée au survol sporadique des groupes armés. Après la rumeur, tout s'est accéléré. Les messages radio se sont multipliés, les unités avancées ont renforcé la surveillance et les analystes militaires ont commencé à cartographier les zones où un drone étranger pourrait entrer sans être détecté. Le déclencheur remonte aux premières heures où la nouvelle circule sur les réseaux sociaux. Une vidéo floue mentionnant des drones occidentaux est relayée par des pages locales à forte audience. Quelques minutes plus tard, les groupes de messagerie interne des forces de sécurité s'enflamment. On y échange des observations, des rumeurs, des hypothèses. Rien de confirmé, mais la mécanique du doute est lancée. Dans un pays sous tension, chaque pixel devient une preuve potentielle. Puis vient la deuxième phase, la caisse de résonance. Des jeunes militants pro-souveraineté, déjà mobilisés depuis les décisions de rupture prises en 2022, transforment cette hypothèse en menace concrète. Pour eux, la rumeur n'est pas seulement plausible, elle s'inscrit dans une longue séquence de confrontations politiques où l'Occident a souvent été accusé d'intervenir de manière indirecte. Certains y voient un test, d'autres une provocation, d'autres encore une tentative d'intimidation. Les vidéos se multiplient, les commentaires explosent, la tension monte. C'est dans ce contexte inflammable qu'un discours d'Ibrahim Traoré va cristalliser la situation. Sous son uniforme, en plein soleil, il ne choisit pas un texte diplomatique, mais une déclaration frontale. Nous ne sommes pas des colonies. L'instant devient un tournant. Le message est repris, amplifié, détourné, mais surtout internalisé comme une ligne rouge assumée. Pour ses partisans, c'est un acte de fermeté. Pour ses adversaires, c'est une escalade verbale susceptible de provoquer une réaction externe. La troisième étape se joue dans les chancelleries. Des capitales occidentales expriment leur inquiétude face à une montée des tensions. Certains communiqués évoquent la désinformation, d'autres parlent de risques régionaux. Rien n'est clairement dit, mais l'implicite suffit à maintenir l'incertitude. Dans le même temps, des partenaires alternatifs, notamment russes, renforcent leur présence, ce qui alimente encore plus l'idée que le Burkina Faso est devenu un théâtre de rivalités internationales. Pendant ces échanges, le terrain continue de bouger. Les unités frontalières observent des déplacements inhabituels de groupes armés. Des villages rapportent des bruits nocturnes interprétés comme des survols. Des radios communautaires diffusent des témoignages qui ajoutent encore davantage de couches au récit collectif. La frontière entre faits et perceptions devient floue. La séquence atteint son point haut lorsque les autorités burkinabées adoptent des mesures visibles. Renforcement des points de surveillance, communication plus fréquente avec les unités, mobilisation discrète d'équipes anti-drones. La rumeur initiale s'est alors transformée en événement politique à part entière,
avec ses propres répercussions, ses propres cycles et sa propre inertie. Enfin vient la phase de retombée, une atmosphère dense où les discours, les images et les hypothèses finissent par s'entremêler. Le pays sort de cette séquence différent, plus nerveux, plus vigilant, plus conscient que jamais de la fragilité de son espace aérien. Et au cœur de cette transformation, une idée domine. La souveraineté se défend d'abord dans le ciel, avant même de se jouer au sol. Pour mesurer l'ampleur réelle de la séquence des drones, il faut revenir aux données tangibles, celles qui permettent de comprendre comment une rumeur s'est transformée en enjeu national. La première base de comparaison s'observe dès 2022. 65% de soutien populaire après l'expulsion des forces françaises, un niveau inédit depuis plusieurs années. Cette valeur n'est pas qu'un indicateur politique. Elle montre qu'une large partie de la population percevait la rupture avec l'Occident comme une étape nécessaire pour restaurer la souveraineté nationale. Ce pourcentage souligne aussi que l'opinion publique s'est rapidement alignée sur une logique de défense interne, rendant chaque intrusion perçue comme une attaque symbolique. Le deuxième point de mesure concerne la réponse civile organisée. Lors des manifestations pro-souveraineté de la même année, les rassemblements ont dépassé 50 000 personnes dans les rues de Ouagadougou. Ce chiffre n'est pas anecdotique. Il traduit une capacité de mobilisation spontanée et massive lorsqu'un sujet touche à la souveraineté. Ces foules indiquent que les citoyens ne réagissent pas uniquement aux décisions officielles, mais aussi aux signaux perçus, même informels, surtout lorsqu'ils concernent le ciel du pays. Le troisième indicateur se situe du côté international, la réduction de 40% de l'aide occidentale depuis 2022. De 2022. Cette contraction brutale ne reflète pas seulement un refroidissement diplomatique, elle représente un manque à combler pour un État déjà engagé dans une lutte sécuritaire exigeante. Une telle baisse amplifie l'impact de chaque dépense militaire, puisqu'elle oblige le pays à arbitrer entre investissements défensifs et besoins sociaux. Cette pression financière rend chaque rumeur stratégique d'autant plus lourde. Ces trois données, soutien politique, mobilisation civile, contraction de l'aide, dessinent une courbe claire. Le Burkina Faso évolue dans un environnement où la moindre menace perçue active simultanément les registres politiques, social et diplomatiques. C'est cette convergence qui explique pourquoi une information non confirmée peut déclencher une séquence nationale complète. Le pays fonctionne ainsi sur un équilibre fin dans lequel la souveraineté n'est plus une aspiration abstraite, mais un impératif opérationnel. En observant le delta entre ces chiffres, une tendance forte apparaît. Plus la pression extérieure se renforce, plus l'opinion interne se crispe autour d'un réflexe d'autoprotection nationale. Ce réflexe n'est pas orchestré par les institutions. Il est produit par une succession d'expériences, d'alertes, de ruptures et de confrontations cumulées depuis 2022. La dynamique se lit également dans les réactions locales aux rumeurs. Dès qu'une hypothèse de survol étranger circule, les zones déjà vulnérables interprètent cette possibilité comme un signal d'instabilité proche. Cette logique montre qu'un environnement de conflit prolongé crée une sensibilité accrue aux variations d'informations, même lorsqu'elles ne sont pas confirmées. L'espace aérien devient alors un baromètre immédiat, là où se cristallisent toutes les inquiétudes accumulées. Ainsi, loin d'être un simple épisode, la rumeur des drones révèle un mécanisme profond. La souveraineté n'est pas qu'un cadre juridique ou un discours officiel, mais une donnée mesurable, façonnée par des deltas visibles entre espoir populaire, ressources disponibles et pressions extérieures. Le débat autour de la posture du Burkina Faso face aux puissances étrangères repose sur deux lectures opposées, mais toutes deux cohérentes lorsqu'on les examine sans parti pris. La première soutient que la rupture avec l'Occident était indispensable. Pour ses partisans,
La présence militaire étrangère n'a jamais permis de stabiliser durablement le Sahel. Malgré les bases françaises, les groupes djihadistes ont continué à s'étendre et les attaques n'ont pas diminué. Dans cette optique, le repositionnement stratégique du pays, expulsion, fin des accords de sécurité, recherche de nouveaux partenaires, est perçu comme une tentative légitime de reprendre le contrôle. À leurs yeux, la souveraineté est un préalable indispensable pour reconstruire une défense crédible. L'autre camp avance une critique plus nuancée. Ils estiment que rompre avec l'Occident, n'a pas seulement créé un vide militaire, mais aussi un vide diplomatique et financier. La diminution de 40% de l'aide occidentale enregistrée depuis 2022 illustre cette fragilité nouvelle. Pour ces observateurs, la dépendance croissante vis-à-vis d'autres partenaires, notamment la Russie, pourrait reproduire un schéma de dépendance, simplement déplacé vers une autre puissance. Ils pointent aussi l'intensification des attaques djihadistes, qui montrent que le retrait des anciens alliés n'a pas encore été compensé par un système de défense suffisamment robuste. La réalité, comme souvent, se situe entre ces deux lignes. Le Burkina Faso évolue aujourd'hui dans une zone de transition où les anciennes alliances sont rompues, mais les nouvelles ne sont pas encore consolidées. Le pays cherche à redéfinir ses équilibres sans disposer de marges financières larges, ce que montrent clairement les chiffres de l'aide réduite et les coûts élevés des investissements militaires récents. Dans ce contexte, chaque décision stratégique a un effet démultiplié. Un soutien populaire fort peut accélérer la reconstruction, mais une pression djihadiste persistante peut tout compliquer. Ainsi, ni la défense inconditionnelle de la souveraineté, ni la critique totale de la rupture ne suffisent à saisir la complexité du moment. Le pays opère un recalibrage risqué, mais inévitable, dans un environnement où chaque choix produit simultanément des gains et des vulnérabilités. Au moment où la tension semblait suivre une trajectoire prévisible, montée, réaction, retombée, un détail change la lecture générale. La rumeur ne concerne plus seulement un survol hypothétique, mais un possible test de réaction nationale. Cette nuance, discrète au départ, devient le pivot de toute l'affaire. Car si un acteur extérieur cherche réellement à mesurer la capacité de réponse du Burkina Faso, alors chaque déclaration, chaque mouvement militaire, chaque mobilisation civile prend une signification stratégique nouvelle. C'est dans cette zone intermédiaire que la figure d'Ibrahim Traoré redevient centrale. Son discours frontal, interprété tantôt comme un acte d'assurance, tantôt comme une escalade, devient brusquement un élément d'évaluation pour ceux qui observent le pays depuis l'extérieur. Pour ses soutiens, cette fermeté n'est que la continuité logique d'une posture souverainiste assumée. Pour ses critiques, elle risque de servir de prétexte à de nouvelles pressions internationales. Pendant ce temps, sur le terrain, les unités anti-drones renforcent discrètement leur position. Rien d'officiel n'est communiqué, mais les relais communautaires racontent des surveillances plus intenses, des rotations plus fréquentes, des nuits plus courtes. La rumeur a cessé d'être un bruit. Elle est devenue un protocole de vigilance. Le midpoint n'est donc pas un événement spectaculaire, mais un glissement. Une hypothèse prend le statut d'alerte et l'alerte devient un révélateur de la vulnérabilité du pays. Les répercussions de la rumeur des drones ne se limitent pas au discours politique. Elles se matérialisent dans 4 sphères distinctes, chacune révélant une facette de la fragilité, mais aussi de la résilience du Burkina Faso. Du côté de la population civile, pour les habitants déjà confrontés à l'insécurité quotidienne, la rumeur agit comme un amplificateur d'angoisse. Dans plusieurs communes proches des zones de conflit, les réunions communautaires se multiplient.
chacun cherchant à comprendre si un survol étranger pourrait annoncer une escalade imminente. Les commerçants rapportent une baisse temporaire de fréquentation, signe qu'une atmosphère d'incertitude peut suffire à ralentir l'activité locale. Les discussions au sein des familles témoignent d'un sentiment partagé. Le ciel, habituellement symbole d'ouverture, devient un espace potentiellement hostile. Ce climat pousse aussi certains habitants à renforcer les mécanismes d'autoprotection. Coordination locale, patrouille citoyenne, vigilance accrue, révélant une société capable de réagir rapidement, même en l'absence d'annonce officielle. En ce qui concerne les activités économiques, la question de la souveraineté aérienne a un impact direct sur les acteurs économiques. Les petites entreprises, déjà fragilisées par l'instabilité, perçoivent la rumeur comme un signal que de nouvelles perturbations pourraient survenir. Certaines sociétés opérant dans le transport terrestre ajustent leurs itinéraires par précaution afin d'éviter les zones frontalières potentiellement ciblées. Pour les secteurs agricoles et miniers, un autre risque apparaît. Toute tension géopolitique tend à affecter la circulation des marchandises et la disponibilité des partenaires techniques étrangers. Même sans incident réel, la simple perception d'une menace extérieure suffit à créer des décalages dans les chaînes logistiques. Au sein des institutions et des services de sécurité, l'État burkinabé se retrouve au centre d'un dilemme. Comment réagir sans valider la rumeur, mais sans l'ignorer non plus? Les forces de défense renforcent discrètement leurs dispositifs, notamment les unités anti-drones qui réorganisent leur rotation nocturne. Les services techniques analysent les images disponibles, cherchant à distinguer signaux réels et artefacts numériques. Dans l'administration, la question remonte rapidement. Faut-il communiquer ou éviter d'alimenter l'escalade? Ce moment révèle une vérité structurante. La gestion des perceptions devient aussi importante que la gestion opérationnelle. L'entourage d'Ibrahim Traoré doit composer avec une équation où chaque message public peut être interprété comme une preuve de détermination ou, au contraire, comme une nervosité stratégique. Sur le plan régional et international, au-delà des frontières, la rumeur reconfigure les postures. Les pays voisins suivent avec attention les déclarations burkinabées, conscients que toute escalade pourrait affecter l'équilibre sécuritaire régional. Certains y voient un avertissement. Si le ciel d'un pays peut être contesté, alors le leur pourrait l'être également. Du côté occidental, les capitales évoquent la désinformation ou les risques de malentendus, sans toutefois dissiper complètement les zones d'ombre. Les partenaires non occidentaux, eux, observent cette tension comme une opportunité de renforcer leur influence dans le Sahel. Ainsi, une rumeur locale devient une pièce de plus dans une partie géopolitique élargie. À travers ces quatre prismes, une conclusion apparaît. Ce qui touche le ciel burkinabé touche toutes les strates du pays et la figure d'Ibrahim Traoré, qu'on la soutienne ou qu'on la critique, devient l'un des points centraux autour duquel s'articulent perception, réaction et alliance. Les mois à venir placent le Burkina Faso dans une zone de turbulence où chaque décision peut infléchir le cours des événements. Pour comprendre ce qui pourrait se jouer, trois trajectoires se dessinent, chacune plausible au regard des tensions actuelles et de l'héritage laissé par les ruptures depuis 2022. Pour envisager une trajectoire de stabilisation fragile, on peut imaginer que dans cette trajectoire intermédiaire, l'État parvient à contenir l'escalade liée à la rumeur des drones sans provoquer de confrontation directe. Les autorités renforcent leurs dispositifs de surveillance aérienne tout en maintenant une communication mesurée. Les groupes armés continuent d'exercer une pression importante, mais leur progression reste contrôlée grâce à une organisation militaire plus resserrée. Sur le plan diplomatique, les tensions avec l'Occident demeurent, mais sans rupture supplémentaire. Les partenaires non occidentaux déjà engagés
consolident leur présence sans pour autant transformer radicalement l'architecture sécuritaire. Le pays avance, mais dans un état de vigilance permanente. Dans une perspective plus optimiste, il est possible que ce scénario repose sur une stabilisation sécuritaire progressive. Les forces, les forces armées, mieux coordonnées, parviennent à contenir l'expansion djihadiste dans certaines zones sensibles. La perception d'un appareil défensif plus robuste réduit l'impact des rumeurs et renforce la confiance de la population. Au niveau régional, un alignement discret se crée avec des voisins qui ont déjà engagé leur propre rupture avec l'Occident, produisant un effet de mutualisation politique. Dans cette hypothèse, les tensions internationales se modèrent. La contestation autour de la souveraineté aérienne se dissipe, ouvrant la voie à des partenariats économiques plus diversifiés. Ce n'est pas la fin des risques, mais un début d'équilibre. Dans le scénario le plus défavorable, on peut envisager que ce scénario envisage un engrenage défavorable. Intensification des attaques djihadistes, réaction plus agressive des puissances étrangères et multiplication des incidents interprétés comme des violations aériennes. La pression interne s'accentue alors. Difficultés logistiques, ressources financières plus limitées après la baisse de l'aide occidentale, mobilisation plus fréquente des unités anti-drones. Dans un tel contexte, les tensions diplomatiques se durcissent et la dépendance envers un partenaire unique pourrait enfermer le pays dans une configuration risquée. Le climat devient instable et la marge de manœuvre politique se réduit. Au centre de ces trois perspectives se trouve une constante. La souveraineté devient une matrice de décision, et chaque événement, qu'il soit réel ou rumeur, produit des répercussions en chaîne sur la sécurité, l'économie et les alliances du pays. Ce moment de l'enquête ne concerne plus seulement les décisions politiques ou les rapports de force internationaux. Il touche directement celles et ceux qui observent, réfléchissent, analysent ou s'inquiètent depuis l'extérieur. Car derrière la question de la souveraineté aérienne se cache une interrogation plus universelle. Comment une nation réagit-elle lorsqu'elle se sent observée, testée ou menacée, même sans preuve tangible? Pour celles et ceux qui suivent de près l'actualité du Sahel, vous percevez peut-être dans cette histoire un modèle en formation, un pays qui tente de réécrire ses rapports avec l'extérieur, malgré les risques. Les ruptures, les repositionnements et les tensions deviennent alors des indicateurs d'un mouvement plus large, celui d'États africains qui cherchent à décider pour eux-mêmes. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux dynamiques géopolitiques, l'affaire des drones apparaît comme un cas d'école. Une simple rumeur peut remodeler des perceptions, activer des réseaux d'alliances, fragiliser des équilibres régionaux. Ce type d'épisode montre comment, dans un espace aussi disputé que le Sahel, le moindre signal, même flou, peut devenir un multiplicateur stratégique. Pour les citoyens ou lecteurs plus éloignés du sujet, cette séquence parle d'autre chose, de la façon dont une population vit au quotidien les incertitudes imposées par des forces extérieures. Derrière chaque tension géopolitique, il y a des vies réelles, des inquiétudes, des attentes, des tentatives de rester debout malgré l'instabilité. Comprendre cela, c'est reconnaître que les grands récits géopolitiques ne prennent sens que lorsqu'ils rejoignent la vie des gens. Chacune de ces perspectives éclaire une facette du débat. Souveraineté, perception, vulnérabilité, résistance. Et toutes convergent vers une même idée. Un pays ne réagit jamais seulement par ses institutions, mais aussi par la façon dont son peuple absorbe, réinterprète et endure les secousses extérieures. Pour qu'un épisode comme celui des drones ne replonge plus le pays dans une spirale d'incertitude, une feuille de route opérationnelle devient indispensable. Elle doit être lisible, réaliste et capable d'unir institutions, forces de sécurité et population autour d'un même horizon. Voici une trajectoire possible en 4 étapes resserrées.
Clarifier la doctrine aérienne nationale. Le pays doit définir une ligne officielle. Quels types de survols sont considérés comme hostiles? Quels protocoles activent une alerte? Quel degré de transparence guidera la communication publique? Une doctrine claire réduit l'espace laissé aux rumeurs et renforce la cohérence entre terrain et institutions. Structurer un réseau d'alerte rapide local national. Les unités avancées, les autorités locales et les centres techniques doivent disposer d'un même canal d'alerte. L'objectif, éviter que des informations fragmentées ne provoquent des emballements. Un schéma simple, détection, validation, transmission, peut limiter la propagation d'interprétations contradictoires. Renforcer la coordination civilo-militaire. Les rumeurs prospèrent lorsque les populations manquent d'informations fiables. En impliquant les comités locaux, les radios communautaires et les groupes civils déjà mobilisés, l'État peut créer un filet d'apaisement immédiat avant même les communiqués officiels. Ce rôle de tampon réduit les tensions dans les zones vulnérables. Encadrer la communication stratégique autour d'Ibrahim Traoré. Les prises de parole du chef de l'État génèrent un impact disproportionné, qu'il soit positif ou critique. Les inscrire dans une séquence cohérente, moment, ton, objectif, permet de transformer chaque intervention en stabilisateur plutôt qu'en amplificateur de tension. Au fond, ce plan vise une idée simple: réduire l'écart entre perception et réalité, afin que chaque rumeur ne devienne plus une onde de choc national. Dans les récits recueillis auprès des soldats du Nord et des habitants de l'Est, une image revient sans cesse, celle d'hommes et de femmes scrutant le ciel, cherchant à comprendre si un bruit, une ombre ou une lumière annonce un danger ou simplement une nuit de plus. Ce motif, aperçu dans les premiers témoignages, prend ici un sens plus profond. Il symbolise la fragilité d'un pays contraint de réagir avant même de savoir. Lorsque Ibrahim Traoré s'adresse au peuple sous un soleil brûlant, ce n'est pas seulement un geste politique, c'est une tentative de répondre à cette inquiétude diffuse, celle qui traverse les villages, les garnisons, les marchés, les familles. Dans un pays où les perceptions devancent parfois les certitudes, chaque parole, chaque silence, chaque posture devient un signal interprété par des millions de regards. Et malgré la tension, quelque chose persiste. Une forme de détermination discrète, visible dans les gestes simples, les commerçants qui ouvrent quand même, les unités qui gardent leur position, les habitants qui s'organisent pour veiller ensemble. La souveraineté commence dans les regards levés. L'épisode des drones n'est peut-être qu'un fragment dans la longue histoire des tensions qui traversent le Sahel, mais il révèle quelque chose d'essentiel. La souveraineté n'est jamais un concept abstrait. Elle vit dans les villages, dans les frontières, dans les discours et dans les peurs collectives autant que dans la fierté nationale. Au Burkina Faso, ce débat dépasse désormais les institutions. Il touche les commerçants, les jeunes recrues, les leaders communautaires, les familles qui cherchent simplement à comprendre ce que signifie défendre un ciel partagé entre menaces réelles et rumeurs persistantes. C'est pour cela que vos réflexions comptent. Parce qu'un débat sur la souveraineté n'a de sens que s'il inclut celles et ceux qui observent, questionnent ou espèrent un avenir différent pour le Sahel. Chaque perspective enrichit ce dialogue. Chaque interrogation éclaire une facette nouvelle. Alors, à votre avis, comment un pays peut-il protéger son espace aérien tout en évitant que chaque rumeur ne devienne une crise nationale?